La canicule, le Covid, les grèves, les doudounes. Ah, j'en ai fait des cauchemars sur la doudoune à motif de borne. Ouais, ça justifie bien un retard de 6 mois sur notre prochaine vidéo, non? Oui, oui, non mais ils y verront que du feu. Alors, on a eu bien chaud cet été, non? On a tous cru au début de l'apocalypse. On n'aurait pas assez d'un épisode pour montrer à quel point ça a été le calvaire. Mais rapidement, comme d'hab, tout a cramé. La Gironde, l'Amazonie, même la Bretagne. Non mais où va le monde? Comment ça s'arrête? Comment ça s'arrête? On peut encore se rassurer, c'est l'été le moins chaud du reste de notre vie. Oh, bon, on vous avait dit qu'on était un média positif. Le dernier rapport du GIEC a beau être sorti il y a quelques mois, ça n'a malheureusement pas ému grand monde. Et on vit dans un monde où on peut à la fois déclarer la fin de l'abondance et organiser les JO asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Heureusement, pour minimiser notre impact et éviter de mettre le chauffage à fond cet hiver, il y a l'école roulée. Merci Bruno. Tout le monde est convaincu qu'une action concrète de la communauté internationale permettra d'avancer vers la résolution de cette crise environnementale et sociale. Pourtant, les accords et les promesses défilent sans que de réelles actions soient entreprises. On se souvient des promesses autour de l'accord de Paris pour rester en dessous des 1,5 degrés. Aujourd'hui, après 7 ans, on est très loin des objectifs fixés par l'accord. La France ne s'aligne pas toujours sur la bonne trajectoire. L'empreinte carbone par habitant est en légère baisse continue. En 2020, l'empreinte carbone par habitant est estimée à 8,2 tonnes équivalent carbone, soit une baisse de 9% par rapport à 2019. Cette donnée constitue un repère, mais il est non exhaustif pour plusieurs raisons. D'abord, la crise du Covid en 2020 a drastiquement ralenti les flux économiques mondiaux, avec toutes les conséquences qui vont derrière. Beaucoup moins de flux de transport, maritime et aérien notamment, baisse de la consommation. Enfin, si on se penche sur l'empreinte globale de la France entre 1995 et 2019, elle ne baisse que de 7%. C'est bien peu. Pour réaliser des objectifs plus ambitieux, l'investissement de l'État doit être bien plus conséquent. Selon une étude de Carbone 4 qui date de février 2021, alors Carbone 4 c'est un cabinet de conseil qui travaille dans le domaine de l'ambition climatique, l'État ne met pas les moyens suffisants sur la table pour accélérer une diminution encore trop peu prononcée de l'empreinte carbone. Donc il reste de la route à parcourir. Sur le plan européen, fin 2019, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, annonçait un vaste plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen. Des objectifs ambitieux sont annoncés. Moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre sur le continent européen en 2030, le taux d'énergie renouvelable à 40% du spectre énergétique européen, une neutralité carbone de l'UE en 2050, l'accélération de la rénovation des bâtiments, la fin des voitures à essence et diesel d'ici 2035, ainsi qu'un nouveau marché du carbone sur le bâtiment, le chauffage et le transport. Ici, le pacte vert européen présente des objectifs nobles, avec une volonté commune à tous les pays de l'Union européenne de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de leur impact carbone. Les solutions proposées sont amenées à être vivement discutées. La France encourageant l'emploi de l'énergie nucléaire décarbonée mais porteuse de problématiques lourdes, alors que l'Allemagne, par exemple, pense le charbon et le gaz comme des énergies de transition viables en attendant l'essor des renouvelables. Ce pacte vert s'est depuis transformé en Fit for 55, un programme de 12 propositions portées par la Commission européenne et qui reprennent les mesures du pacte de 2019. Pour complexifier un peu plus le tableau, la guerre en Ukraine a aussi des répercussions sur les thématiques de la transition écologique. On peut penser au remplacement du gaz russe par du gaz de schiste américain, obtenu par fragmentation de couches rocheuses profondes et dont l'extraction entraîne de sérieux problèmes environnementaux. Sans parler du coût environnemental des nouveaux échanges maritimes dus au changement de fournisseurs énergétiques. On remplace du gaz par du gaz, illustrant un repli sur les énergies fossiles en cas de crise, plus facile et plus rapide à exploiter. Enfin, il ne faut pas oublier le traitement mondial de la question environnementale et l'importance bien trop faible que des pays puissants et avancés comme la Chine, l'Inde ou les États-Unis accordent aux préoccupations écologiques. Les émissions mondiales continuent d'augmenter et devraient atteindre des niveaux jamais égalés en 2023. Les inégalités face au changement climatique ne cessent de s'accroître. Pendant que 10% des plus riches émettent la moitié des GES, ce sont les pays les plus précaires qui en subissent directement les conséquences et sur lesquels devrait reposer pour certains l'effort climatique à fournir. Il est urgent pour tous les pays de se mettre en ordre de marche et de coopérer pour atténuer au maximum les effets du changement climatique. Cela passe sans doute par une refonte de notre système économique et c'est alors principalement aux multinationales, aux chefs d'État, aux organisations internationales d'imposer les conditions nécessaires pour se sortir du piège néolibéral. Daniel Sirguet, je suis chargé de cours à l'Université de Lorraine et j'interviens sur le campus de Nancy et de Metz dans des domaines liant le droit et l'économie.
c'est une doctrine économique qui défend essentiellement les libertés d'entreprendre et les libertés économiques, et qui part sur l'idée que notre système économique s'autorégule et que toute règle, toute intervention de l'État fausserait cette autorégulation. Donc le moins de règles possible et le moins d'interventionnisme possible de la part de l'État. Non, il y a différentes doctrines qui s'affrontent. Il y a notamment le keynésianisme, l'État-providence, qui, à l'inverse du néolibéralisme, prône le déséquilibre chronique de notre système, et donc qui prône la réglementation d'une part et l'interventionnisme de l'État d'autre part. Donc c'est les deux grands courants de pensée aujourd'hui. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-marxisme ou l'anticapitalisme qui peut aussi être suivi. Je dirais tout simplement par rapport aux résultats, si on regarde l'augmentation de la richesse des États, des individus, la réduction de la pauvreté dans le monde grâce au capitalisme, d'une part, et d'autre part, si on regarde les grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine notamment, qui sont plutôt néolibéraux et largement en tête par rapport à tout le reste. Donc c'est tout simplement pour cette raison que le néolibéralisme a gagné entre guillemets cette bataille, parce que d'un point de vue purement quantitatif, c'est ce qui permet d'augmenter la richesse et d'avoir le moins de chômage tout simplement. Alors je dirais oui et non. Alors bien entendu que le néolibéralisme qui prône le libre-échange est à l'origine bien entendu de la mondialisation du monde global dans lequel on est aujourd'hui, c'est très très clair, mais il y a aussi un deuxième facteur, c'est un facteur politique. Il y a l'idée après la Seconde Guerre mondiale d'éviter une Troisième Guerre mondiale, donc développons le libre-échange pour éviter que les pays se fassent la guerre. Et il y a la chute du mur de Berlin en 89, où on a mis fin à deux blocs, et où là, clairement, on est rentré dans une mondialisation. Donc il y a, oui, le libéralisme, mais il y a aussi l'aspect politique qui aboutit à ce monde global, ce monde mondialisé d'aujourd'hui. Les États essayent de réglementer quelque peu la mondialisation, notamment avec la création de l'OMC, par exemple, avec le G7 ou le G20, on essaye de mettre en place certaines règles. Il y a les interventions des banques centrales qui essayent de réglementer notamment la finance internationale. Donc de ce point de vue-là, l'économie n'échappe pas aux États. Personnellement, pour moi, néolibéralisme et transition écologique et respect de l'environnement, ce n'est pas compatible. Donc il va falloir choisir son camp. Donc soit rester dans le néolibéralisme et donc pour l'environnement, on va vers une catastrophe, c'est très clair, et on ne peut pas aller vers une transition écologique, ou alors on va vers un autre modèle économique plus respectueux de l'environnement, mais néolibéralisme et transition écologique, pour moi, c'est pas possible. Et le piège néolibéral, on peut dire qu'on y est jusqu'au cou. Il s'est largement imposé en prônant la consommation, la croissance immuable et continue. Le libéralisme a émancipé une série d'acteurs, les entreprises par exemple, qui peuvent aujourd'hui rêver d'une influence inédite, alors qu'il y a 50 ans à peine, cette influence-là, elle aurait été inimaginable, hors de portée. L'économie est aujourd'hui tellement dépendante d'une multiplicité d'acteurs que les États seuls ne peuvent plus influer lourdement sur ce secteur. Les GAFAM possèdent aujourd'hui un tel pouvoir qu'ils peuvent s'opposer, voire menacer des États quand leur politique intérieure prend une direction qui ne leur convient pas. Cela montre l'importance que possèdent aujourd'hui des acteurs économiques non étatiques. Les plus puissants d'entre eux ont acquis un poids politique majeur et les discussions autour de la transition ne peuvent se faire sans eux. Les instances supranationales ne sont pas en reste non plus. La Banque mondiale, le FMI et l'Union européenne ne sont pas les dernières pour promouvoir et exiger des politiques néolibérales de privatisation, d'austérité et de dérégulation des économies en échange de prêts ou de soutien aux pays en voie de développement ou endettés.
Bref, le monde est dans un tel étau néolibéral que tout changement de dogme devient très compliqué. Chaque acteur est relié à une multitude d'autres, rendant la construction de solutions au niveau macro bien plus complexe. Et du coup, Emma, c'est quoi vraiment la différence entre néolibéralisme et capitalisme? Je t'avoue qu'on peut être un peu perdu. C'est vrai que c'est deux concepts proches mais pourtant différents. Le capitalisme est un régime économique qui consiste en l'accumulation de capital où les moyens de production ne sont pas possédés par ceux qui le mettent en œuvre, d'où la distinction entre bourgeois et prolétaires. Le néolibéralisme, il s'inscrit dans le capitalisme et c'est un mouvement de pensée économique qui prend son essor dans les années 70 avec Reagan et Thatcher et qui prône la libre compétition. La recherche de profit est le seul vrai moteur de développement économique national et international et l'État n'a pas à intervenir. Mais comment est-ce qu'on intègre la question environnementale à notre économie pour avoir une croissance plus respectueuse que ce qu'on connaît? Justement, d'autres se sont posé la question avant nous et le principe de capitalisme vert n'est pas nouveau. C'est un peu comme une nouvelle ère du capitalisme, qui ne renonce pas à l'idée de croissance, de régulation du marché et recherche de rentabilité, tout en prenant par contre en compte les exigences environnementales pour faire face aux défis écologiques et climatiques actuels. Le problème, c'est que nous vivons dans une planète aux ressources finies, et l'idée de croissance infinie n'est donc pas possible. C'est sûr qu'on entend souvent parler de capitalisme vert pour tout ce qui touche aux technologies vertes, genre typiquement la voiture électrique ou la voiture à hydrogène. Mais jouer seulement sur ce volet technologique n'est pas suffisant et ne remet finalement pas en question la recherche de rentabilité à tout prix. C'est surtout que cette nouvelle forme de capitalisme se base sur une croyance aveugle dans le progrès technologique, qui nous sortira du piège des énergies fossiles. En gros, sans remettre aucunement en cause nos modes de production et de consommation, nos élites partent en quête de nouvelles sources du vivant à exploiter, agrandissant d'autant plus la mainmise du marché sur le peu qui restait hors de sa portée. De nombreuses études démontrent que les progrès technologiques seraient si importants à réaliser qu'ils seraient tout simplement impossibles, et pas aussi verts que les capitalistes se le prétendent, et on ne sauvera la planète que par une remise en cause profonde et une sortie du système capitaliste. Donc pour faire simple, si on veut vraiment prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux et réaliser une transition, il faudrait qu'on change notre modèle économique. Et notre modèle économique est évidemment lié à la manière dont sont prises les décisions à l'échelle de notre pays, mais aussi du monde entier. Et c'est là qu'on va retrouver des entreprises qui sont plus puissantes et plus riches que certains pays. Comme on l'a vu, la majorité de nos relations internationales sont basées sur le libre-échange et les principes capitalistes. Et ça, on le voit bien aujourd'hui avec la guerre en Ukraine notamment. Mais alors comment faire pour changer de modèle de gouvernance et réaliser cette transition écologique et sociale? Mais des idées, plein de monde en a déjà et c'est ça le côté positif. Partout en France et ailleurs, de nouvelles initiatives éclosent, de nouvelles formes de coopération et d'organisation apparaissent. Que ce soit des initiatives citoyennes comme l'Université du Nou, Démocratie ouverte ou la primaire populaire, de toutes parts, des acteurs s'organisent. Ils initient, ils débattent de ce que pourrait être le monde de demain, avec à chaque fois pour objectif de repenser nos modèles de gouvernance en remettant un peu plus de coopération, d'horizontalité, en essayant de respecter l'avis de chacun, mais aussi de tirer le meilleur de chacun afin que l'avis de toutes les personnes prises en compte soit respecté. On peut aussi penser aux nouvelles techniques de travail en intelligence collective qui sont de plus en plus utilisées. On peut parler de l'autogouvernance des biens communs, c'est-à-dire la gestion de ressources locales par une communauté, ou encore de la gouvernance partagée, avec une prise de décision par consentement ou consensus. Alors qu'est-ce que la différence entre les deux? Avec la gestion par consentement, aucune personne n'est en désaccord avec la décision finale, alors que le consensus est une décision que chacun supporte dans le groupe. Dans les deux cas, un facilitateur est présent lors des échanges afin de gérer le temps de parole, laisser chacun s'exprimer et veiller au bon déroulement des séances de discussion et des prises de décision. Ces nouvelles techniques de gouvernance, qui sont plus égalitaires que le vote majoritaire, où les revendications des minorités ne sont pas toujours prises en compte, restent toutefois un processus de décision plus long. Plusieurs exemples de cas concrets se basant sur des modèles existent déjà, notamment en intégrant la participation citoyenne dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, où l'on voit de plus en plus de projets de co-construction avec les habitants. Eva Lanxmer est un quartier de Kulenburg aux Pays-Bas, co-conçu par ses habitants pour être zéro rejet. Aussi, la ville de Portland dans les années 90 a été construite avec la participation des citoyens et l'objectif que chacun puisse avoir l'ensemble des services essentiels à pied à moins de 15 minutes de chez lui. Des concertations autour d'instances de décision existent à plusieurs échelles, au niveau des quartiers, des villes et des aires métropolitaines aussi. On parle bien ici de co-construction du projet et non pas de simple dialogue entre élus et citoyens. Il ne s'agit pas de faire accepter à un ensemble d'habitants des décisions qui sont déjà prises par un corps d'élus, mais de les faire co-travailler sur le projet, en acceptant leurs idées et en intégrant le fait qu'ils puissent en rejeter d'autres. La gouvernance est le point de départ d'une transition écologique et sociale solide.
Elle conditionne les orientations qui seront prises, et cette capacité dépend du rapport de force entre les différents acteurs prenant part à la décision. Parce que c'est bien ça qui se joue ici. Un rapport de force entre les groupes sociaux qui n'ont pas les mêmes intérêts. C'est pourquoi il est primordial à chaque échelle, locale, régionale, nationale, de penser à un système de gouvernance impliquant largement les différentes franges de la population pour que chacun puisse se sentir représenté. La démocratie telle qu'on la conçoit en Occident depuis les Lumières est basée sur l'autodétermination des individus. Cette autodétermination se réalise par la promesse d'une pluralité de choix, potentiellement infinie, permettant à chacun de se réaliser. Ces principes de choix infinis ne sont plus compatibles avec nos ressources limitées, et c'est un changement profond qu'il faut opérer. Il est urgent et indispensable de répondre à cette crise sans précédent par la démocratie la plus totale. Si ce n'est pas fait, il faut continuer de lutter, de porter des idées, d'interpeller, de manifester. Car les changements à venir ne peuvent pas se faire sans la société, sans contrepoids citoyen pour s'assurer de la bonne marche de la transition. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à laisser un commentaire, on y répondra. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux. À la prochaine!